James Bond, 6 mots qui ont révolutionné le cinéma. Tout a commencé avec Dr. No en 1962. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 21 anecdotes insolites et surprenantes sur le film qui a lancé la plus grande franchise d'espionnage de tous les temps. Et croyez-nous, la plus incroyable est pour la fin. Entre secrets de casting choquants, chaos sur le plateau, significations cachées et catastrophes de production, cet article est réservé aux vrais fans, l'agent secret malgré lui. Avant même que Sean Connery ne prononce le nom de Bond, James Bond, le rôle avait déjà été refusé par certaines des plus grandes stars d'Hollywood. Cary Grant, élégant, raffiné, l'incarnation même de Bond, l'a décliné car il ne souhaitait pas être prisonnier d'une franchise. Patrick McGoohan, qui allait plus tard incarner le personnage principal dans Le Prisonnier, aurait refusé pour des raisons morales, estimant que le penchant pour les femmes et la violence du personnage étaient incompatibles avec ses valeurs personnelles. Ian Fleming, quant à lui, avait imaginé un acteur plus proche de Hoagy Carmichael, usé par le temps, blasé et d'un détachement typique de la vieille aristocratie. Il ne fut pas particulièrement impressionné lorsqu'un acteur écossais relativement inconnu se présenta pour le rôle, mais il y avait quelque chose chez Connery, cette énergie contenue, à peine perceptible, qui a immédiatement conquis les producteurs. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Alors, dites-nous ci-dessous. Selon vous, quel acteur a le mieux incarné James Bond? Le pari risqué de Dr. No a été réalisé avec un budget d'à peine plus d'1 million de dollars. Il ne s'agit pas d'une erreur. À une époque où les productions hollywoodiennes coûtaient couramment des dizaines de millions, les producteurs Albert Cubby, Broccoli et Harry Saltzman ont réussi à réunir tout juste la somme nécessaire pour porter James Bond à l'écran. United Artists a débloqué les fonds, s'attendant presque à ce que le projet disparaisse discrètement. Au lieu de cela, Dr. No a engrangé près de 60 millions de dollars de recettes mondiales, soit un retour sur investissement de près de 60 pour 1. À titre de comparaison, un tel retour sur investissement serait extraordinaire selon les normes actuelles. Le pari du studio, fait avec un minimum de confiance et une grande réticence, a jeté les bases de l'une des franchises les plus longues et les plus rentables de l'histoire du cinéma. C'est l'une de ces belles histoires hollywoodiennes où ceux qui y croyaient le moins ont finalement été les plus avantagés. Le réalisateur qui a façonné Bond. Sean Connery est devenu Bond à l'écran, mais derrière la caméra, c'est le réalisateur Terence Young qui a véritablement sculpté le personnage. Young était lui-même un homme du monde raffiné, diplômé d'Oxford. Il comprit immédiatement que Connery avait un potentiel immense, mais qu'il lui fallait encore le perfectionner. Il l'emmena faire les boutiques sur Savile Row. Il lui apprit à tenir un verre de vin, à commander au restaurant, à se déplacer avec aisance dans une pièce élégante. Il aurait fait dormir Connery dans l'un de ses propres costumes de luxe afin que l'acteur s'habitue physiquement aux vêtements sur mesure. L'idée était que Bond devait incarner l'élégance et non la jouer. Le charme naturel et décontracté qui a conquis le public était autant une création de Terence Young que d'Ian Fleming, une collaboration fascinante et pourtant méconnue du grand public. La voix secrète d'Ursula Andress dans Honey Rider. L'image d'Ursula Andress sortant de la mer jamaïcaine en bikini blanc est l'une des plus iconiques de l'histoire du cinéma. Mais voici un détail que la plupart des gens ignorent encore. La voix que l'on entend dans cette scène n'est pas celle d'Ursula Andress. Son accent suisse-allemand étant jugé trop prononcé pour le public anglophone, le rôle a été entièrement doublé en post-production par une actrice britannique nommée Nikki Van der Zyl. Andress ne se serait rendu compte du changement de voix qu'à la projection du film final. À ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Elle était déjà devenue une star internationale du jour au lendemain. Van der Zyl a ensuite doublé plusieurs autres James Bond girls dans les premiers films, et pendant des décennies, le public n'en a eu absolument aucune idée. Cela reste l'une des allusions les plus subtiles et les plus marquantes de l'histoire du cinéma classique. Le bikini qui a failli ne jamais apparaître.
Le bikini blanc qu'Ursula Andress portait en sortant de la mer de Jamaïque n'a pas seulement fait d'elle une star. Il a durablement transformé les attentes du public vis-à-vis des films de James Bond. Pourtant, il a bien failli être totalement absent du film. Dans les premières versions du scénario, Honey Rider arrivait en robe blanche. C'est le réalisateur Terrence Young qui a défendu l'idée du bikini. Et même alors, des modifications ont été apportées. L'ajout de la ceinture à couteau, notamment, conférait au personnage une dimension d'indépendance et de danger qu'un simple maillot de bain ne pouvait à lui seul exprimer. Ce costume devint si emblématique qu'il fut vendu aux enchères en 2001 pour 35,0 livres. Des décennies plus tard, Halle Berry sortit de l'océan dans Mers un autre jour vêtu d'un bikini orange. Une scène que tous les fans de James Bond au cinéma reconnurent comme un hommage direct et affectueux à Anne Gossis, le fan qui a changé l'arme de Bond. Dans les romans originaux d'Ian Fleming, James Bond portait un Beretta 418, un pistolet petit et élégant, mais relativement peu puissant. Un lecteur, Geoffrey Boothroyd, expert en armes à feu et fervent admirateur de Bond, trouvait cela profondément insatisfaisant. Il écrivit à Fleming une lettre personnelle en 1956, arguant que l'espion le plus dangereux du monde méritait une arme plus performante. Fleming ne se contenta pas de lire la lettre. Il agit en conséquence. Dès son roman suivant, il remplaça l'arme de Bond par un Walther PPK et, en signe de sincère gratitude, il nomma un personnage d'après Boothroyd dans le même ouvrage. Ce personnage deviendrait plus tard Q, le maître des gadgets de toute la franchise. Alors, la prochaine fois que vous verrez Bond dégainer son Walther, souvenez-vous, c'est grâce à la lettre d'un simple fan. Et cette lettre a réécrit l'histoire du roman d'espionnage. La tarentule sur sa poitrine. L'un des moments les plus terrifiants et silencieux de Dr. No, où une grosse tarentule rampe lentement sur la poitrine de James Bond endormi, fut, de la vie générale, un véritable calvaire à tourner. Sean Connery souffrait, paraît-il, d'une phobie des araignées, et la production dut gérer cette séquence avec une extrême précaution. Certaines versions de l'histoire affirment qu'une vitre aurait été secrètement placée entre Connery et l'araignée, bien que ce détail ait été contesté au fil des ans. Ce qui est certain, c'est qu'un dresseur professionnel était présent sur le plateau en permanence et que la tarentule utilisée appartenait à une espèce de grande taille, spécialement acquise pour le tournage. La scène reste particulièrement angoissante. La lenteur des mouvements, le silence, l'impuissance qui s'en dégage. C'est le genre de tension palpable qu'aucun effet spécial numérique ne saurait reproduire. Du cinéma à l'ancienne, à la fois d'une efficacité redoutable et d'un malaise profond. 6 mots qui ont tout changé. Bond, James Bond, la plus célèbre auto-présentation de l'histoire du cinéma, et elle a été prononcée pour la toute première fois ici, dans Dr. No. Bond est dans un casino, en train de jouer au baccarat, et se présente à Sylvia Trench en prononçant ces 3 mots si particuliers. Ce qui est remarquable, c'est la puissance de ces 6 mots. Ils communiquent une confiance, danger, style, et une absence totale de doute, le tout en moins de 2 secondes. Les scénaristes Richard Maybaum et Johanna Harwood ont peaufiné la scène avec soin, mais c'est l'interprétation instinctive de Connery qui a transformé une simple réplique en icône culturelle. Le timing, l'immobilité, la légère intonation ascendante, rien n'était écrit. C'était du pur instinct, et en cet instant précis, un personnage est né, qui allait incarner le charisme pendant plus d'un demi-siècle. Selon vous, quel James Bond a le mieux interprété cette scène? Au shaker, pas à la cuillère, c'est ici que tout commence. Si Bond, James Bond, est la réplique la plus célèbre de la franchise, au shaker, pas à la cuillère, arrive juste derrière. Et oui, elle apparaît pour la première fois au cinéma dans James Bond contre Dr. No. Bond commande un martini demi-sec au zeste de citron, non remué. Cela ressemble à une simple conversation anodine, mais c'est plein de caractère.
Dans la culture des cocktails des années 1960, remuer un martini était considéré comme la méthode raffinée et sophistiquée. Le secouer était perçu comme grossier et amateur. La préférence de Bond était un élément délibéré de sa personnalité. Il transgresse les règles établies, même dans les rituels sociaux, et se moque éperdument des traditions. Fleming avait déjà exploité cette préférence dans ses romans avant les films, mais c'est avec Dr. No qu'elle est entrée dans la conscience collective, et elle fait depuis partie intégrante de l'identité du personnage. Le secret sous la chevelure, voici quelque chose que les caméras ont toujours pris soin de cacher. Sean Connery, malgré son charisme magnétique à l'écran, était chauve depuis le début de la vingtaine. Lorsqu'il a endossé le rôle de Bond, il portait une perruque réalisée par un professionnel qu'il a arborée dans tous les films de la saga. L'équipe de production s'est employée avec une méticulosité extrême pour qu'elle reste invisible à l'écran et, dans l'ensemble, elle y est parvenue avec brio. Connery lui-même en a parlé ouvertement dans des interviews ultérieures, sans la moindre gêne, la qualifiant simplement d'outil professionnel. Tout comme un costume, c'est un petit détail, mais il témoigne du savoir-faire exceptionnel déployé pour construire l'image de Bond. Chaque élément a été pensé dans les moindres détails, rien n'a été laissé au hasard. L'homme le plus sûr de lui du cinéma était, d'une certaine manière au moins, comme tout le monde. Si vous appréciez cette plongée dans l'année 1962, faites-nous plaisir. Cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire avec l'anecdote qui vous a le plus surpris et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous analysons des films cultes comme celui-ci chaque semaine et vous ne voulez surtout pas manquer la suite. Et tant que vous y êtes, dites-nous en commentaire quel James Bond le club devrait analyser ensuite. On veut savoir. L'homme derrière le canon. Avant même un mot de dialogue, avant la Jamaïque, avant le premier martini, il y a le canon du pistolet. Ce cadre circulaire qui parcourt l'écran, Bond qui se retourne et tire, une traînée de sang glissant sur le blanc. C'est l'une des images les plus reconnaissables de toute l'histoire du cinéma. Conçu par Maurice Binder, le créateur du générique, spécialement pour Dr. No, cette séquence a instauré un langage visuel repris, avec de légères variations stylistiques dans tous les films de James Bond depuis. Ce que beaucoup de fans ignorent, c'est que dans la séquence originale, ce n'est pas Connery que l'on aperçoit à travers le tonneau, mais sa doublure, Bob Simmons. Le plan où l'on voit Connery lui-même regarder le canon n'a été filmé que plus tard dans la saga. Un petit détail fascinant. Mais pour les fans inconditionnels, c'est exactement le genre de choses qui donne envie de tout revoir dès le début. Le thème à l'origine d'une bataille juridique. Le thème de James Bond est l'un des morceaux de musique les plus reconnaissables au monde, mais la question de son auteur a déclenché une bataille juridique qui a duré des décennies. Officiellement, la mélodie originale est attribuée à Monty Norman. John Barry, qui a arrangé et produit la version du film, a toujours soutenu que le riff de guitare si particulier était en grande partie son œuvre. En 2001, Norman a intenté un procès au Sunday Times après la publication d'un article attribuant la paternité de l'œuvre à Barry, et il a obtenu gain de cause. Barry n'a jamais publiquement renoncé à sa position. Le différend a persisté pendant des années. Ce qui est indéniable, c'est que ces deux hommes ont joué un rôle essentiel dans ce que le monde a entendu. Norman lui a donné un concept. Barry lui a insufflé énergie et puissance. Le résultat est une œuvre musicale qui leur a survécu à tous deux. Le film Dr. No n'a pas été tourné en Jamaïque simplement parce que c'était un magnifique décor. Pour Ian Fleming, la Jamaïque était son foyer. Il y vivait depuis les années 1940 dans sa propriété de GoldenEye, un nom qui, des décennies plus tard, serait repris pour un film de James Bond. Et l'île avait, dès le départ, façonné l'atmosphère de ses premiers romans de James Bond. Le tournage en extérieur a conféré au film une texture et une chaleur qu'aucun studio n'aurait pu reproduire. Les plages, la lumière, la chaleur ambiante, tout cela transparaissait à l'écran et était immédiatement ressenti par le public. Pour les spectateurs de la Grande-Bretagne grise de l'après-guerre, ce soleil jamaïcain était presque un personnage à part entière. Le film a vendu un rêve éveillé.
Et pour une franchise fondée sur l'évasion, choisir le paradis créé par Fleming comme décor fut l'une des décisions créatives les plus inspirées de toute la production. La première voiture de Bond n'était pas une Aston Martin. Demandez à n'importe quel fan occasionnel de Bond quelle voiture conduit l'espion, et la réponse sera toujours la même. Une Aston Martin. C'est vrai, mais pas dans Dr. No. Dans le film, Bond conduit une Sunbeam Alpine Series 2, une élégante voiture de sport britannique basse qui cède parfaitement au personnage et qui avait un style impeccable sur les routes jamaïcaines. L'emblématique Aston Martin DB5 n'est apparue qu'en 1964, dans Goldfinger, où elle est devenue si indissociable de l'identité de Bond qu'elle définit désormais le personnage dans l'imaginaire collectif. La Sunbeam Alpine est un véritable bijou d'époque, élégante, discrète et parfaitement représentative de son temps. Mais avec l'arrivée de Goldfinger et le changement radical d'enjeu qu'il a opéré, la plupart des spectateurs ont complètement oublié la voiture que conduisait Bond à ses débuts. Un petit détail révélateur de la rapidité avec laquelle la franchise a évolué. Fleming a assisté au tournage et a changé d'avis. Ian Fleming, l'homme qui a inventé James Bond, était présent lors du tournage en Jamaïque, et ce n'était pas un homme facile à impressionner. Il avait été sceptique à l'égard de Connery dès le départ, le décrivant même, semble-t-il, comme un cascadeur démesuré, bien loin du personnage sophistiqué, presque aristocratique qu'il avait imaginé. Mais quelque chose changea lorsque Fleming observa Connery à l'œuvre. L'autorité physique, l'aisance, le danger latent, il y avait quelque chose d'indéniablement juste, d'une justesse qu'aucun raffinement n'aurait pu créer. Une fois le film terminé, Fleming avait complètement changé d'avis. Il a fait l'éloge de l'adaptation et a reconnu que Connery avait trouvé l'essence même du personnage, quelque chose que Fleming lui-même n'avait peut-être pas pleinement défini par écrit. Pour un perfectionniste et un homme fier, un tel aveu était inestimable. Le Dr. No, premier agent de Spectre, n'agit pas seul. Il travaille pour Spectre, l'agence spéciale chargée du contre-espionnage, du terrorisme, de la vengeance et de l'extorsion. Le Dr. No a marqué la première apparition de cette organisation au cinéma et a introduit l'une des idées les plus marquantes de tout l'univers de James Bond. Un empire criminel sans État, ne répondant à aucun gouvernement et uniquement motivé par le pouvoir et l'argent. Ce qui a fait le succès de Spectre au début des années 1960, c'est son ambiguïté politique délibérée. Au plus fort de la guerre froide, les films de James Bond auraient facilement pu faire des agents soviétiques leurs méchants. Spectre a complètement contourné cet obstacle. Ils n'étaient ni de l'Est ni de l'Ouest. Ils étaient tout simplement au-delà de toute idéologie. Cela a permis d'éviter que les films ne donnent l'impression d'être de la propagande et leur a conféré une dimension intemporelle que des films d'espionnage bien plus engagés politiquement, de la même époque, ont rapidement perdu. C'était un choix créatif plus judicieux qu'il n'y paraît au premier abord, le méchant aux mains de métal. Dans le roman d'Ian Fleming, le Dr. Julius No est l'une de ses créations les plus véritablement inquiétantes. Fils d'un missionnaire allemand et d'une mère chinoise, cet homme, rejeté par l'organisation criminelle Tong pour laquelle il travaillait, a eu les mains coupées en guise de punition et remplacées par des pinces métalliques. Sa difformité et son profond sentiment de rejet sont à l'origine de tout ce qu'il devient. Le film a conservé les mains de métal et la froide menace clinique, et l'interprétation de Joseph Wiseman confère au personnage une immobilité glaçante, presque inhumaine. Il n'y a aucune chaleur humaine dans le Dr. No incarné par Wiseman. Pas un instant de doute, pas une once d'humanité. Nombre d'historiens de James Bond le considèrent comme l'un des antagonistes les plus véritablement inquiétants de toute la série, précisément parce qu'il ressemble moins à une personne faisant des choix qu'à une machine conçue uniquement pour détruire. Le film qui n'était pas censé être le premier. C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante, et cela nous rapproche de l'information bonus que nous vous avons dévoilée au fil des épisodes. Dr. No n'était pas censé être le premier James Bond.
Les producteurs Broccoli et Saltzman avaient initialement l'intention d'adapter Opération Tonnerre, un autre roman de Fleming dont le scénario avait déjà été écrit. Mais Opération Tonnerre s'est retrouvé embourbé dans un sérieux conflit juridique avec le scénariste Kevin McClory, qui revendiquait une participation dans la propriété de l'histoire et des personnages. L'impossibilité de régler rapidement la question des droits a contraint les producteurs à changer de cap. Il leur fallait un film de James Bond réalisable, et le Dr. No était la solution idéale. Toute la trajectoire de la franchise, les acteurs, le décor, l'ambiance, l'élément déclencheur, a été façonnée par un différend juridique concernant un scénario qui n'a jamais été écrit. Et la suite? Encore plus extraordinaire. À suivre, jugé trop dangereux pour certains pays, le film Dr. No a suscité un profond malaise au sein des censeurs de plusieurs pays. La combinaison de sexualité, de violence et d'un méchant d'origine germano-asiatique a provoqué des inquiétudes sur des marchés très différents et pour des raisons très diverses. Dans plusieurs pays, la sensualité des scènes de Honey Rider a entraîné d'importantes coupes. Le British Board of Film Censors a classé le film X, interdisant sa projection aux moins de 6 ans. Pour un film d'aventure destiné au grand public, cela représentait un véritable frein commercial. Et pourtant, comme c'est souvent le cas, les restrictions ont probablement davantage attisé la curiosité qu'elles ne l'ont freiné. Le jeune public a trouvé des moyens de le voir. Les critiques ont débattu à son sujet. La controverse s'est intégrée à l'histoire. Le Dr. No n'est pas apparu comme un divertissement facile, mais comme quelque chose d'un peu subversif. Et en 1962, ce côté subversif contribuait précisément à son succès fulgurant. La première James Bond Girl n'était pas celle que vous croyez. Ursula Andress, dans le rôle de Honey Rider, n'a pas seulement créé le modèle de la James Bond Girl. Elle l'a complexifié d'une manière que le terme lui-même ne permet pas vraiment de saisir. Honey n'est pas passive. Elle apparaît à l'écran armée d'un couteau. Elle a sa propre mission, sa propre histoire, ses propres instincts de survie durement acquis. Elle est débrouillarde, indépendante et totalement indifférente à la réputation de Bond. En 1962, cette combinaison était véritablement inhabituelle pour un film d'action grand public. Le terme « Bond Girl » est né avec ce film. Bien que le terme ait fait l'objet de débats et de critiques au cours des décennies suivantes, l'original était bien plus subversif que l'expression ne le laisse entendre. Le réalisateur Terence Young aurait délibérément mis en scène l'émergence de Honey de la mer comme une image mythologique. Vénus surgissant des flots. L'intention était iconique dès le premier plan. Et c'est précisément ce qu'elle est devenue. Anecdote bonus. La franchise qui a failli ne jamais voir le jour. La voici enfin. L'information promise, celle qui change tout. Pendant des années avant le début du tournage de Dr. No, les romans de James Bond d'Ian Fleming ont été optionnés, développés, proposés, puis abandonnés par des studios qui n'y croyaient tout simplement pas. Les droits étaient morcelés. L'intérêt d'Hollywood était inconstant. Aucun grand studio ne croyait qu'un film d'espionnage britannique puisse devenir un phénomène mondial. Lorsque Broccoli et Saltzman finirent par obtenir les droits et présentèrent le projet à United Artists, l'accueil fut pour le moins tiède. Le studio accepta de financer le film principalement parce qu'il s'attendait à des pertes raisonnables et préférait les réaliser discrètement sur un film britannique. Le budget alloué reflétait cette confiance. Minimal, prudent et presque insultant. Les dirigeants n'investissaient pas dans la franchise. Ils se contentaient de prendre un risque infime. Et pourtant, contre toute logique, malgré tous les doutes, malgré toutes les signatures apposées à contre-cœur sur chaque contrat, ils ont créé une œuvre qui, plus de 60 ans après, est encore regardée, débattue et revue. Certains paris sont gagnants à jamais. Le Dr. No n'a pas simplement lancé une franchise. Ce film a inventé un univers fantastique. Un univers mêlant cool, danger, aventure ensoleillée et style décontracté. Un univers que le monde n'avait jamais vu auparavant.
Et il a réussi cet exploit avec un budget d'1 million de dollars, un acteur écossais inconnu, un mannequin suisse dont la voix n'a pas été utilisée et un studio qui y croyait à peine. 60 ans plus tard, on le regarde encore. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire sur le fait qui vous a le plus surpris et à vous abonner au club de Rewatch pour ne jamais rater un classique. Devrions-nous aborder d'autres films de James Bond avec Sean Connery? Dites-le nous ci-dessous. Et dites-nous, quel James Bond aimeriez-vous voir ensuite? La mission continue. À bientôt!